The 2024 Polyglot Gathering is brought to you by Glossica. Hi guys, welcome to another talk today. And please remember about Slido. You can scan QR code right now, ask questions during the whole talk, and then all answers will be at the end. And welcome to What is a Native Language by Dhananjay Talwar. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez? Ouais, tout le monde m'entend. D'accord. Oui, bonjour mesdames et messieurs. OK. Bonjour mesdames et messieurs, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est mieux. Mes meufs et mes cums, et bienvenue à cette présentation. J'espère que ça vous plaira. Je suis sûr qu'au moins on va mettre en doute certaines suppositions, certaines hypothèses qui sont très très répandues. Hors de notre merveilleuse communauté multilingue, ce sont vraiment des idées très très communes, très répandues, mais il y a même des gens au sein de notre communauté qui sont susceptibles à les faire aussi. Je vais vous parler en français, même si les slides, les diapos seront en anglais parce que je n'avais pas encore choisi la langue. Oui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dhananjay. Mon surnom, c'est DJ. Mais il est probable que je connaisse la plupart d'entre vous déjà, parce que je ne suis pas du tout nouveau ici. C'est peut-être la 6e fois que je participe à un gathering, à un Polyglot Gathering, y compris 2 versions en ligne. Donc oui, il est probable que je connaisse beaucoup de gens ici déjà. Alors, vous pourriez vous demander qu'est-ce qui a fourni l'inspiration pour cette présentation? C'est une bonne question et la réponse est vous. Vous, les participants, les membres de cette merveilleuse communauté, vous avez fourni l'inspiration pour cette présentation. Comment? Parce que depuis que j'ai commencé à fréquenter ce genre d'événements, en 2018, je crois que c'était la première fois pour moi, à Bratislava, en Slovaquie, il y a des gens ici qui étaient là, qui ont participé là aussi. Oui, j'ai remarqué des trucs que vous faites qui m'ont toujours paru un peu difficiles à expliquer, quoi. Donc, merci pour être si bizarre, si zarbi, pour avoir pu inspirer cette présentation. Merci à vous. Non, je plaisante, bien sûr, mais c'est quand même vrai qu'il y a des trucs, des aspects de notre communauté que j'ai toujours trouvé un peu difficiles à expliquer. Alors, oui, je vais commencer par aborder le plus grand mythe, qui est celui de la langue maternelle ou d'une langue natale. Et on va commencer à parler d'autres mythes et d'autres croyances ou d'autres faits qui sont un peu trop acceptés plus tard aussi. Oui, la langue natale ou la langue maternelle, c'est vraiment un concept, une idée qui est très très répandue. On le voit partout. Chaque gouvernement essaie de définir la langue maternelle des habitants, de chacun qui habite dans le pays. Oui, chaque organisation officielle essaie de définir la langue maternelle de quelqu'un. À la télé, en ligne, on le voit vraiment partout. Donc, on pourrait très facilement croire que c'est quelque chose de très objectif, de très clair et né, et quelque chose qui est très, très facile à définir. Mais la réalité, c'est tout à fait le contraire. Avant de dévoiler ma situation personnelle, voici quelques définitions que j'ai trouvées en ligne. Donc, selon le dictionnaire Collins, une langue maternelle, c'est la langue du pays où quelqu'un est né. Selon un autre dictionnaire, Merriam-Webster, c'est la langue qu'on a appris, la première langue qu'on a appris comme enfant au lieu des langues qu'on a appris comme adulte. Et selon Cambridge Dictionary, c'est tout simplement la première langue qu'on apprend. Alors déjà, la première chose à remarquer est qu'il y a déjà un peu de variété entre ces 3 définitions. Je crois que j'ai pris les premières 3 définitions que j'ai trouvées en ligne. Et déjà, il n'y a pas beaucoup de consensus sur... il n'y a pas beaucoup d'accord sur la définition d'une langue maternelle. Et puis, ma situation personnelle. Je sais que certains gens ici le savent déjà, mais je suis né à Londres. J'ai grandi là-bas, en Angleterre. Mais mes parents sont d'origine indienne. Mes parents viennent d'une région en Inde qui s'appelle Punjab, du nord de l'Inde. Donc, mes parents ont toujours parlé très bien 3 langues, à un niveau très, 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 très avancé. L'anglais, le hindi et le punjabi. Et moi, franchement, chaque fois que je viens ici, chaque fois que je participe à ce genre d'événement,
j'ai beaucoup de mal à choisir quel drapeau je devrais mettre pour ma langue maternelle. Ça, c'est vraiment un cauchemar pour moi. Parce que, oui, même si j'ai grandi à Londres, la première langue que j'ai apprise était le hindi. Donc, à l'âge de 2-3 ans, je parlais que l'hindi. Bien sûr, je ne parlais pas très couramment. À cette époque, je n'étais pas un vrai polyglotte, mais les mots que je connaissais étaient tous en hindi. Puis, bien sûr, j'ai dû fréquenter une école anglaise, donc j'ai dû apprendre l'anglais. Et petit à petit, l'anglais a commencé à dépasser mon hindi et à devenir ma première langue. Et je crois que j'ai même oublié mon hindi. À l'âge de 16-17 ans, comme beaucoup de gens ici, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus aux langues étrangères. Et donc, j'ai décidé d'apprendre l'hindi à nouveau. Un peu comme un étranger, en fait. J'ai utilisé Teach Yourself et oui, beaucoup d'autres séries qui visent les étrangers. Et à la maison, juste pour compliquer encore plus la situation, à la maison, on parle un vrai mélange. Donc, le plus naturel pour nous, c'est de parler en anglais, c'est de communiquer en anglais, même si nous sommes indiens, entre guillemets. Je sais que ça peut paraître choquant, mais oui, si on ne connaît pas très bien la situation linguistique en Inde, mais en fait, les Indiens ont très, très souvent recours à l'anglais, même quand ils communiquent entre eux. Donc, oui, mais ça devient encore plus compliqué si je ne vous ai pas aussi confondu, parce que même quand nous parlons en hindi, quand nous parlons en punjabi, on mélange tout le temps l'anglais. Et les locuteurs natifs, entre guillemets, de l'hindi et du punjabi, ils utilisent tout le temps des mots en anglais. Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut vraiment les considérer des locuteurs natifs s'ils utilisent tout le temps l'anglais, s'ils ne savent pas compter au-delà de 30, 40 dans la propre langue maternelle? Je vous laisse juger, je vous laisse décider. Mais oui, je vous pose la question parce que moi, je ne sais pas du tout la réponse. Quelle est ma langue maternelle? Est-ce le hindi, le punjabi ou l'anglais? En ce qui concerne la maîtrise, je dirais que la langue que je maîtrise le plus est l'anglais. Mais selon la définition qu'on avait vue d'une langue maternelle, la première langue que j'ai apprise est le hindi. Et je peux très bien comprendre tous les trois. Mais même les locuteurs natifs de hindi et de punjabi, ils mélangent tous les trois ensemble. Et quand nous parlons en famille, c'est ce que nous avons tendance à faire. Alors, impossible à décider, au moins pour moi. Pourquoi est-ce si difficile? Oui, pourquoi est-ce que cela pourrait être si difficile de définir la langue maternelle de quelqu'un? Comme je vous ai montré, ce n'est pas tellement facile, ce n'est pas nécessairement très clair et né. Et ça, c'est parce que quand on utilise ces mots, quand on utilise cette expression locuteur natif, il y a beaucoup de connotations cachées derrière ces mots. Il y a beaucoup de nuances sous-entendues. Par exemple, on tend à présumer qu'un natif ne fait pas d'erreur dans sa propre langue maternelle, qu'un locuteur natif a le niveau le plus haut possible dans sa propre langue maternelle, qu'il est clair et né, quelle est ou quelles sont les langues maternelles de quelqu'un, qu'un natif a une connaissance, une compréhension de sa propre langue maternelle que les non-natifs ne pourraient jamais obtenir, ne pourraient jamais avoir. Et la dernière chose, quelque chose qui me gonfle personnellement, parce que je suis tuteur privé et j'enseigne une variété de matières, et, de langues et d'autres matières aussi, on a tendance à présumer que les natifs sont les meilleurs profs de la propre langue maternelle. Toutes ces hypothèses ne sont pas, à mon avis, forcément correctes, forcément vraies. La réalité d'un locuteur natif, en revanche, c'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe, mais aussi 1000 fois plus intéressant. Parce que pour la même raison, oui, je dirais que, je vais parler des autres suppositions que nous faisons très souvent aussi, mais si on plonge sous la surface des langues, ça devient encore plus fascinant, encore plus intéressant, à mon avis. Et oui, beaucoup plus complexe et subtil. La réalité d'un locuteur natif est que les natifs font très souvent des erreurs. Moi, j'ai appris une vingtaine de langues, je fais des erreurs dans chacune de ces langues. Je crois qu'il faut tout simplement accepter ça, il faut s'y attendre. Oui, même quand je parle anglais, par exemple. Il y a une grande gamme de niveaux, même entre les locuteurs natifs. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier. Il faut juste allumer la télé et entendre des footballeurs quand ils parlent leur propre langue maternelle pour vérifier cela. Ils font vraiment des erreurs, oui. Il y a une grande gamme en ce qui concerne les niveaux d'instruction, où on a grandi, tout ça, qui a de l'influence sur le vocabulaire, la grammaire qu'on utilise. Et oui, même les natifs font
selon moi, oui, des erreurs. Je dirais qu'indiscutablement, ce sont des erreurs, parfois. Et parfois, je dirais même, ça c'est un truc très intéressant, si on parle avec une très bonne prononciation, si on peut prononcer les mots comme un natif, on peut facilement tromper les gens et les gens vont tout simplement croire qu'on parle très bien la langue, même si on fait assez souvent des erreurs. Oui, ce que je trouve vachement intéressant. Oui, ça peut être vraiment difficile de définir la langue maternelle de quelqu'un, comme je vous ai montré aussi dans mon propre cas. Et les natifs, oui, comme je vous ai dit, ça m'agace personnellement, parce que tout le monde veut apprendre une langue, beaucoup de gens veulent un prof qui est natif. Mais moi, je ne crois pas que les profs natifs soient forcément les meilleurs profs. Ça, c'est parce que, en premier lieu, ils ne connaissent pas très bien forcément la grammaire de la langue. Et puis, ayant appris la langue comme enfant, ils ne peuvent pas vraiment s'identifier aux étrangers et aux défis auxquels les étrangers font face quand ils apprennent la langue. Donc, je ne dirais pas du tout personnellement qu'un natif est forcément un meilleur prof. Ça dépend beaucoup, bien sûr, mais je dirais que souvent les non-natifs sont de meilleurs professeurs d'une langue. Et la dernière chose, la dernière phrase ici est peut-être la plus intéressante à mon avis, parce que moi je crois qu'il y a des non-natifs qui peuvent atteindre un niveau plus haut que certains natifs dans une langue. Je crois que sans aucun doute ça c'est vrai, selon moi. Je crois qu'en anglais, par exemple, j'ai remarqué des gens qui parlent mieux que certains natifs. Si je pense à ma propre situation, je dirais que l'italien est probablement ma deuxième langue. Oui, mais je crois que là, quand on parle des niveaux linguistiques, il faut encore une fois, c'est plus compliqué. Il faut au moins essayer de essayer de séparer le vocabulaire et la grammaire. Le vocabulaire, ça, c'est une catégorie infinie. Le lexique d'une langue, ça ne cesse jamais de changer. Donc, au niveau du vocabulaire, oui, si on habite dans un pays où on parle la langue, on va avoir un vocabulaire plus vaste, oui, plus complexe. Mais en ce qui concerne la grammaire, oui, je dirais que je me trompe moins souvent que certains natifs. Oui, et je crois que ça, c'est tout à fait possible. Donc, après avoir réfléchi sur tout cela, j'ai commencé à me demander, d'accord, si tous ces trucs que j'ai crus jusqu'ici, si tous ces stéréotypes qui existent, même dans notre monde multilingue, sont peut-être contestables, est-ce qu'il y a d'autres aspects de notre monde qui sont peut-être aussi un peu flous, pas très clairs? Et oui, en fait, dès que j'ai commencé à y penser, je me suis rendu compte que presque tout est très subjectif dans notre monde des langues. Voici d'autres aspects un peu flous, à mon avis. La quantité de langues que quelqu'un parle, entre guillemets, parce que ça, le verbe parler, ça reste très subjectif. La définition d'une langue, la différence entre une langue et un dialecte, ça, c'est une question très controversée, mais ça continue à être très difficile à définir. La définition des termes polyglotte et hyperpolyglotte, parce que chaque fois que je viens ici, j'entends ces mots chaque jour, 1000 fois par jour. Mais on peut très facilement oublier le fait que quand on dit polyglotte ou hyperpolyglotte, ce n'est pas forcément la même définition pour tout le monde. Celui ou la meuf ou le mec avec qui on parle peut avoir une autre définition de ces mots. Pour certains, un polyglotte est quelqu'un qui parle peut-être au-delà de 10 langues à un niveau B2 ou plus avancé que ça. Pour d'autres gens, c'est quelqu'un qui parle 5 ou 6 langues à un niveau B2 ou plus avancé que ça. D'autres diraient que c'est quelqu'un qui parle peut-être 3 langues à un niveau B1 ou plus avancé que B1. Alors, ça dépend. C'est très subjectif, encore une fois. Je sais qu'il y a des organisations qui essaient de définir ces mots. Mais je dirais que ces définitions ne sont pas encore officiellement reconnues par tout le monde. Donc, il y a encore beaucoup de variété, beaucoup de subjectivité là. Et finalement, le niveau que quelqu'un a dans une langue. Parce que quelque chose que j'ai remarqué qui est très, très intéressant est que quand on parle des niveaux qu'on a dans une langue, on a tendance à se concentrer sur la capacité de parler la langue.
on a tendance à ignorer les 3 autres capacités qu'on peut lire, écrire et comprendre une autre langue aussi. Donc, on se réfère seulement à la capacité de parler la langue, ce qui est vachement intéressant. Les 3 autres capacités, elles ne sont pas pertinentes ou quoi. Pourquoi nous comportons comme ça? Ouais. Ça c'est un peu bizarre si on y pense vraiment. Voici, oui, ça devient encore plus extrême, encore plus choquant. Parce que j'ai inventé 4 personnes ici. Ce sont, malheureusement, ce sont pas des personnes qui existent vraiment. Mais juste pour vous montrer jusqu'à quel point ça peut être difficile à définir. Et oui, ça c'était époustouflant. Quand j'ai pensé à ces 4 personnes, ça a vraiment cassé tous les stéréotypes qui existaient dans ma tête. Donc la première personne... Non, ça ne marche pas. Ici à gauche. Ah, voilà. Parlerait tous les dialectes de l'arabe, en fait, et la version standardisée de la langue arabe aussi. Donc, l'arabe du Maroc, de l'Égypte, du Yémen, du Liban, de l'Arabie saoudite, à niveau B2 ou plus avancé que ça. Une telle personne, c'est incroyable, difficile à croire, mais une telle personne, dans les faits, techniquement, serait monolingue, non? Donc, si une telle personne venait ici, on aurait tendance à dire que non, vous parlez que l'arabe. Donc, peut-être que vous ne devriez même pas être ici. Vous vous intéressez vraiment aux langues étrangères ou quoi? Et ça, c'est dingue, parce que, franchement, ces dialectes, que je sache, je ne les parle pas, mais que je sache, ils sont vachement différents l'un de l'autre. Alors, oui, il faut reconnaître que ça, c'est un vrai accomplissement. Si on parle à un niveau avancé, tous ces dialectes-là, ça, c'est vraiment quelque chose à applaudir, selon moi. Oui, la deuxième personne, en revanche, que j'ai inventée, est le contraire. Cette personne parlerait le suédois, le danois, le norvégien, le serbe, le bosniaque, je crois, le croate, à niveau B2 ou plus avancé. Une telle personne serait bien sûr accueillie dans notre communauté et serait reconnue comme un vrai polyglotte, ou voire un hyper polyglotte. Ça, je trouve ça vraiment ouf. Parce que, oui, ça c'est juste parce que la différence existe, parce qu'il y a, oui, pour des raisons officielles, ou voire peut-être même politiques, il y a une distinction entre les dialectes et les langues. Donc le serbe, le bosniaque, le croate sont vachement similaires, mais ce sont des langues séparées, officiellement. Le suédois, le danois, le norvégien, j'ai entendu que si on parle une de ces langues, on peut très facilement entendre les autres deux ou les apprendre. Alors, la première personne, ici à gauche, le pauvre ou la pauvre, aurait fait beaucoup plus d'efforts pour apprendre ces dialectes de l'arabe. Probablement, possiblement. Mais cette deuxième personne serait plus reconnue comme un vrai polyglotte. Ça, c'est vraiment époustouflant pour moi. Ça, c'est vraiment, oui, difficile à croire, à accepter. Mais ça devient encore plus choquant quand on considère la troisième personne ici et la quatrième. Parce que la troisième personne que j'ai inventée, il est muet ou elle est muette. Donc, cette personne ne peut pas s'exprimer à l'oral. Disons que c'est pour des raisons médicales, peut-être. Oui. Mais cette personne sait lire et écrire à un niveau très, très avancé des langues comme le chinois, le japonais, le basque, le khmer, l'ibo, le thaï, le tamoul, l'hébreu, le géorgien, à un niveau vraiment avancé. Donc oui, j'ai choisi ces langues exprès parce que chacune de ces langues vient d'une famille linguistique très différente. Alors ça, c'est un vrai accomplissement. Ça, c'est incroyable. Oui. Sans aucun doute, il faut vraiment louer une telle personne si une telle personne existait. Mais techniquement, une telle personne ne serait pas un vrai polyglotte. Pourquoi? Parce que la plupart des définitions du mot polyglotte que j'ai trouvées en ligne, au moins 50%, mettent toujours l'accent sur la capacité de parler une langue. Et si une telle personne venait ici, peut-être oui, que ce serait une situation un peu compliquée, pas trop claire. Parce que, bien sûr, selon moi, ça c'est un accomplissement incroyable. Oui, pouvoir réaliser, écrire et lire toutes ces langues, oui, à un niveau avancé. Mais en revanche, la quatrième personne serait bien sûr accueillie ici et reconnue probablement comme un polyglotte très accompli. La quatrième personne que j'ai inventée parle toutes les langues slaves. Donc, toutes les 19 langues slaves. Bulgare, polonais, le russe, le slovaque, tchèque, tout ça. À un niveau B2 ou, disons, plus avancé que ça.
Je crois que Tim Keeley va parler très bientôt, dans peut-être une trentaine de minutes, sur les similarités entre toutes les langues slaves. Donc un petit peu de publicité pour Tim. Je lui enverrai les détails de mon compte bancaire plus tard. Oui, parce qu'elles sont assez similaires. Alors, si on parle déjà une langue slave, on a déjà montré ça. Ce n'est pas trop difficile de commencer à apprendre une deuxième, une troisième, etc. Et moi, comme la plupart des gens ici, j'ai tendance à apprendre les langues qui viennent des familles linguistiques similaires. Les langues germaniques, les langues romanes, les langues slaves, par exemple. Parce que c'est vachement facile, c'est beaucoup plus facile comme ça. Mais une telle personne serait vraiment accueillie et connue comme un grand polyglotte, peut-être. Je crois qu'il y a des gens qui reconnaîtraient les subtilités, mais pas tout le monde, ce qui peut être surprenant. J'ai même pensé à des possibles solutions. Je ne dis pas du tout que tout ce que je dis ici est forcément la vérité. Je vous laisse juger, je vous laisse former vos propres opinions. Mais selon moi, peut-être, oui, j'ai pensé à quelques solutions qu'on pourrait mettre en œuvre, peut-être. Peut-être au lieu de dire « je parle une telle quantité de langues », nous devrions dans notre communauté dire, par exemple, c'est ça que je fais aussi moi-même quand je me présente. Je dis « j'ai appris une telle quantité de langues à une variété de niveaux », parce que selon moi, ça c'est plus subjectif. Au moins, je laisse les autres juger. Donc, je dirais que j'ai appris une vingtaine de langues à une variété de niveaux. Et oui, ceux avec qui je parle, ils peuvent juger mon niveau eux-mêmes. Peut-être qu'au lieu de dire « je suis polyglotte » ou « il ou elle est polyglotte ou hyper polyglotte », j'ai entendu cette suggestion faite par d'autres membres de cette communauté aussi. Peut-être qu'on devrait utiliser le mot multilingue parce que c'est peut-être moins subjectif, c'est moins controversé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes libre d'avoir vos propres opinions. Vous ne devez pas forcément être d'accord avec moi sur cela. Mais oui, peut-être que le mot multilingue, c'est moins controversé, disons. Au lieu de dire « je parle une telle quantité de langues couramment », peut-être qu'on devrait introduire un peu de subjectivité en disant, par exemple, « je dirais que… » Je ne sais pas si j'exagère un peu trop, mais oui, c'est pas. À vous de décider, à vous de choisir. D'accord. Ça, c'est intéressant. Oui, mais mon but ici est surtout de lancer le débat au sein de notre communauté. Donc, je veux que les gens en discutent, je veux qu'on reconnaisse les subtilités avant tout. Et après ça, tout devient plus subjectif. La dernière partie ici, c'est peut-être la plus intéressante. Au lieu de dire j'ai un tel niveau dans une certaine langue, peut-être qu'on devrait identifier le niveau qu'on a quand on parle la langue, quand on lit la langue, quand on écrit la langue, et en ce qui concerne la compréhension aussi. Peut-être que ce serait plus précis. Bien sûr, pour des raisons pratiques. Je ne crois pas qu'on puisse faire tout ça chaque fois qu'on se présente. Mais je veux juste lancer le débat. Je veux que les gens commencent à y penser. Surtout ceux qui n'y avaient jamais pensé avant. Et la dernière question, pourquoi est-ce que tout cela est important ? Vous pourriez vous demander maintenant, « Ok, Dhananjay, merci pour toute cette information. Je crois que tu as même exagéré peut-être un petit peu. Mais ça sert à quoi alors ? Pourquoi tu as présenté tout cela ? Pourquoi tu veux que nous soyons conscients de toute cette information ?» Alors, mes meufs et mes keufs, nous sommes des membres d'une communauté multilingue. Donc, pour 99% des gens qui existent sur la Terre, qui s'en fichent des langues étrangères, peut-être que ça va de faire de telles généralisations, de tels stéréotypes. Mais pour nous, peut-être que nous avons une certaine responsabilité de sensibiliser les autres gens et d'être prudents en parlant des langues. Peut-être. À mon avis, oui, dans une certaine mesure, ça c'est vrai. Et d'un autre côté, je crois qu'on pourrait très facilement être très élitiste si on fréquente de tels événements. On pourrait penser que ceux qui ont beaucoup de drapeaux sont vraiment peut-être supérieurs aux de meilleurs polyglottes, peut-être. Et oui, chaque communauté qui est basée sur une capacité, sur une habileté, aurait tendance à être un peu élitiste. Donc ça, c'est normal. Je n'essaie pas d'être trop négatif ou de vous critiquer. Mais au lieu d'être élitiste et de mettre l'accent sur le résultat, je crois qu'il faut prioriser, il faut donner plus d'importance à ce que nous avons tous en commun. Ah oui, ce que nous partageons.
ce qui est la passion pour les langues étrangères. Donc pour moi, j'ai fait pas mal d'amis ici dans cette communauté. Quelques-uns de mes meilleurs amis viennent de la communauté multilingue. Les meilleurs gens que j'ai connus ici ne sont pas forcément ceux qui parlent la plus grande quantité de langues, bien sûr. Et je crois qu'il faut être conscient de tout ça et de toutes ces subtilités avant tout. Et surtout parce que créer des connexions entre les gens, entre d'autres cultures, améliorer nos expériences quand nous voyageons, quand nous allons à l'étranger, peut-être, mieux comprendre l'autre culture, ça c'est pour moi la vraie valeur des langues étrangères. Alors, oui, j'ai presque fini. Donc, merci pour votre attention et je voulais vous demander qu'est-ce que vous en pensez. Ah oui, hein. Merci. J'ai mis un petit avertissement à la fin, là, parce que, juste pour rabâcher que tout ce que j'ai dit ici, c'est subjectif. Je vous laisse décider. Oui, est-ce que le terme langue maternelle te semble pas sexiste, vu qu'il y a pas mal de gens qui grandissent aussi avec une langue paternelle, même grand-parentale? Alors oui, je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas inventé le terme moi-même, malheureusement. Mais oui, je dis que la langue natale, c'est peut-être plus précis en français. Oui, en anglais, on n'a pas ce problème. Franchement, je crois que quand on parle d'une langue maternelle, c'est trop flou. Vraiment, ça n'a pas beaucoup de sens. Je crois qu'une langue native, ça a du sens dans une certaine mesure, mais je crois qu'on ferait mieux d'au moins reconnaître la subjectivité. Donc, moi, j'essaie de ne pas utiliser ces termes, pas du tout. Ça, c'est la seule solution à laquelle j'ai pu penser. Peut-être que vous en avez d'autres aussi. Doit-on absolument avoir un accent du pays de la langue impeccable pour être considéré comme locuteur natif? Non, pas du tout. Je crois que quand on parle d'accent, on peut... parfois, des gens voyagent, des gens vont à l'étranger, ils perdent un peu la propre langue maternelle, ils commencent à parler avec un accent un peu étranger aussi. Ce serait encore probablement des locuteurs natifs, selon la plupart des gens. Mais moi, personnellement, encore une fois, je m'éloigne encore plus de ces termes comme locuteur natif, parce que je ne crois pas qu'ils soient utiles. Ouais. Est-ce qu'une langue qu'on apprend à l'école dès l'âge de 6 ans et qu'on continue de parler 30 ans plus tard est une langue maternelle? C'est vraiment très subjectif, encore une fois. Ouais, je ne sais pas trop comment répondre, mais oui, ça peut être une langue maternelle, à mon avis. C'est vraiment complexe parce qu'il y a, par exemple, j'ai entendu dire que les locuteurs natifs d'arabe, au moins, reconnaissent la complexité. Ils disent, ils peuvent reconnaître le fait qu'ils se trompent même dans la langue natale quand ils parlent arabe. Ils peuvent reconnaître qu'ils disent parfois des trucs comme « je parle mal arabe » ou « je parle pas très bien arabe », même si c'est la langue maternelle. Donc, je ne crois pas qu'on puisse définir une langue maternelle, au moins pas très facilement. Je crois que c'est quelque chose dont je voudrais parler, je voudrais entamer des discussions plus longues et plus complexes avec beaucoup de gens ici. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres sujets qui sont comme ça aussi. Est-ce que tu crois que cela devient plus compliqué quand les gens commencent à oublier la propre langue maternelle? Par exemple, après avoir vécu à l'étranger pendant beaucoup de temps. Oui, ça devient encore plus compliqué. La raison pour laquelle ça devient encore plus compliqué, c'est parce qu'on a tendance à présumer que les natifs sont toujours corrects quand ils parlent la propre langue maternelle. Quelqu'un qui a oublié la plupart de la langue maternelle, mais qui aurait préservé l'accent, par exemple, oui, on aurait tendance à croire que tout ce qu'il ou elle dit est correct, même s'il ou elle a oublié, oui, vraiment la langue. Donc, merci pour la correction. Mais oui, ça c'est vraiment compliqué, je crois. Je ne crois pas qu'on puisse arriver à des solutions très faciles. Merci pour la correction. Je l'ai noté. Penses-tu qu'on peut avoir plus de 4 langues maternelles? Ça, c'est difficile à dire.
Même les gens qui sont bilingues, encore une fois, c'est plus compliqué parce que, oui, hors de notre communauté, on a tendance à croire que les bilingues parlent parfaitement de langue, mais c'est jamais comme ça. Ils ont toujours une langue qui est plus forte de l'autre. Donc, je dirais que ça dépend de votre définition personnelle d'une langue maternelle. Moi, comme j'ai dit, j'essaie de ne pas utiliser ou de ne pas trop utiliser ces mots. Je crois que c'est possible, mais bien sûr, il y aura une variété de niveaux des langues maternelles, des 4 langues. Oui. Oui, il y a toujours de nouveaux mots à apprendre. Oui, je ne sais pas qui a écrit ça, mais oui, j'ai toujours voulu améliorer mon hindi, mon punjabi. Chaque fois que je viens ici, je me dis que la prochaine fois, je vais améliorer mon hindi, mon punjabi, je vais apprendre l'écriture gurmukhi et tout ça. Je n'ai jamais le temps de le faire, mais oui, bien sûr. Mais ce que je trouve très intéressant surtout, c'est que les Indiens ou les locuteurs natifs de hindi ne connaissent pas les numéros au-delà de peut-être 40 ou 50. Ils se voient encore comme des locuteurs natifs, mais oui, ils utilisent tant de mots anglais qu'ils parlent vraiment un mélange de anglais et de hindi la plupart du temps. Donc, ça c'est quelque chose qui met en question ces termes comme langue maternelle, selon moi. Les faux polyglottes. Je ne suis pas un de ces influenceurs qui exposent les vrais polyglottes et les faux polyglottes en ligne. Peut-être un jour. Je ne crois pas que ces termes comme polyglotte, pour moi, je crois que c'est peut-être un peu extrême, mon point de vue, mais je ne crois pas que ces mots soient utiles. Oui, des mots comme polyglotte ou hyperpolyglotte et tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent tout le contraire, mais oui, je ne sais pas, franchement. Ah, merci beaucoup, je suis très flatté. Oui, j'aime bien ça. Oui, c'est dingue en fait, parce qu'on peut avoir un niveau de compréhension C2 dans une langue sans le parler. Et ouais, une autre suggestion, il y a beaucoup de niveaux à tout cela, mais les natifs n'ont pas forcément un niveau C2 dans la propre langue maternelle. C'est comme Tomek m'a dit oui, avant. Je suis d'accord avec cela, parce que oui, pour avoir un niveau C2, il faut pouvoir écrire une rédaction, par exemple, je crois. Ce qui est vachement difficile, c'est dur, quoi. Alors, oui, ça devient de plus en plus compliqué. Oui. Une présentation qui devrait être obligatoire pour la majorité de faux polyglottes sur Internet. Merci. Selon mes expériences, en apprenant la langue arabe, ce n'est pas atypique d'encontrer des gens qui n'écrivent pas la langue. Parlent-ils couramment la langue? Oui, encore une fois, la définition de la maîtrise ou de la fluidité, ça reste très subjectif. Je dirais, comme probablement la plupart des gens, comme Luca Lampariello a dit lui-même aussi, que c'est normalement autour du niveau B2 qu'on a tendance à parler couramment une langue, mais ça dépend beaucoup, encore une fois. Et oui, la maîtrise ou la fluidité, ça met l'accent surtout sur la rapidité avec laquelle on parle. Ça, c'est la définition strictement du mot. Donc, ça n'a rien à voir avec la précision. Donc, on pourrait parler très couramment une langue, j'imagine, en faisant beaucoup d'erreurs, techniquement, dans les faits. Donc, ça devient encore une fois beaucoup plus compliqué. Mais je crois qu'il est important qu'on en parle au moins, qu'on parle de ces trucs. Oui. Est-ce que tu sens une différence quand tu exprimes tes pensées dans tes langues maternelles contre les langues que tu as apprises après? C'est difficile à dire. Je dirais que l'anglais est sans doute la langue que je maîtrise le plus, parce que j'ai presque toujours vécu en Angleterre. J'ai juste passé 1 an en Italie, à Rome, et quelques mois à Mumbai, en Inde. Pas toujours, parce que oui, c'est vachement compliqué, parce que même en anglais, si on parlait de certains sujets, de certains thèmes, j'aurais du mal à m'exprimer, ou je ne connaîtrais pas certains mots. Ma sœur, par exemple, est scientifique. Je ne pourrais pas lire ce qu'elle écrit chaque jour. J'aurais du mal à le faire. J'aurais besoin d'un dictionnaire peut-être pour chercher quelques mots. Donc,
C'est vraiment, oui, il y a beaucoup de couches différentes à tout cela, beaucoup de niveaux différents, beaucoup de niveaux de complexité. Même dans quelques-unes de mes langues étrangères, je peux avoir un niveau plus avancé. Si, par exemple, j'ai déjà lu certains textes où j'ai un vocabulaire peut-être plus avancé dans un certain domaine, comme la science, par exemple. Et c'est vachement compliqué parce que même les Indiens ou les locuteurs natifs de l'Indie auraient beaucoup de peine à avoir une conversation parfois sur la politique, sur les sciences, oui, sur l'environnement, par exemple, en Indie. No hablo demasiado francés aún, pero gracias por su presentación. De nada. Merci pour être venu. Est-ce qu'on est encore natif ou considéré comme natif si on ne connaît pas le contexte culturel comme les films, comment ça dit, les blagues que chaque natif connaît? Je ne suis pas trop sûr. Ça, c'est une très bonne question. Je dirais que oui. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui habitent dans un pays comme l'Angleterre, puis ils vont à l'étranger, puis rentrent au premier pays, par exemple, donc qui ne pourraient pas avoir une très grande connaissance du contexte culturel, de tous ces trucs culturels. Ça, c'est aussi une hypothèse que nous faisons très souvent, que les natifs ont une connaissance culturelle infinie ou parfaite, mais ce qui n'est pas la vérité. Ah, ça, c'est intéressant. J'aime bien ça, parce que c'est très... oui, c'est un vrai philosophe qui a écrit cette question. Selon toi, comment doit-on présenter nos niveaux de langue sur un CV? Référentiel européen A1, C2 ou juste débutant intermédiaire? C'est vachement intéressant. Peut-être... quand on parle des badges que nous avons ici, peut-être qu'on devrait... Parce que nous avons toujours 4 catégories, non? Dont une catégorie se réfère à la langue maternelle ou la langue natale. Peut-être qu'on devrait juste donner à chacun l'occasion de choisir eux-mêmes, sans avoir ces 4 catégories définies, peut-être. À mon avis, sur le CV, non, ça, je crois qu'il faut utiliser... oui, les niveaux du référentiel européen A1 à C2. Oui, je crois que autrement, c'est difficile. On ne va pas comprendre ce qu'on veut dire, tout simplement. Parce que hors de notre communauté, la plupart des gens n'ont jamais pensé à tout cela, à toute cette complexité. Donc, pour des raisons pratiques, je ne crois pas qu'on puisse vraiment abandonner ces termes comme langue natale ou ces définitions des niveaux de A1 à C2, par exemple. J'ai beaucoup aimé comment vous avez élargi peut-être la définition d'une langue maternelle. Est-ce que vous croyez qu'on peut avoir des défis qui viennent de l'identification d'un natif, d'un locuteur natif? Oui, bien sûr. Oui. Sans doute. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui parlent mieux anglais que certains natifs. Et là, il y a vraiment une grande gamme. Donc, encore une fois, je dirais que le terme locuteur natif n'est pas très utile. Selon moi, on devrait peut-être essayer de nous éloigner un petit peu de ces termes et de l'utilisation de ces termes qui sont si répandus. Oui. Ah, ça, c'est très intéressant. Et je voulais parler de cela aussi. Oui. Est-ce que tu crois que réussir un examen C2 ou avoir un certificat, par exemple, te rend aussi courant comme un locuteur natif? Pas forcément, pas du tout. Je sais qu'il y a des gens qui définissent leur niveau selon les certificats qu'ils ont. Mais ça peut aider. Mais encore une fois, c'est pas très clair, ça reste subjectif. Parce que, par exemple, si j'ai un certificat C1 dans, je sais pas, espagnol, si je l'ai obtenu il y a un an, mon niveau a pu changer. Oui, ça change assez souvent. Donc, oui, ça, c'est pas objectif. Ça peut aider, peut-être. Mais il y a aussi beaucoup de différences entre les épreuves, non? Donc, oui, je sais que oui, je propose pas beaucoup de solutions ici. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est à vous de proposer la solution. Je veux juste entamer les discussions.
Pourquoi est-ce que tu as choisi le français comme langue pour cette présentation? Ah, ça, c'est une question vachement intéressante aussi. Je ne sais pas, pour des raisons en ce qui concerne le travail aussi, ça pourrait être plus utile pour moi. Et oui, je ne sais pas, j'ai changé d'avis. Avant, j'allais le faire en espagnol. Mais bon, je ne sais pas, bonne idée. Oui, quand j'ai fait les slides, je ne savais pas encore quelle langue j'allais choisir. Merci. Merci beaucoup.